Aujourd'hui à l'émission, Brigitte Bédard nous raconte son choc culturel avec les Anishinabés. Simon Lessard nous parle du pardon et Benjamin Boivin nous fait des suggestions pour la semaine. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à cette édition spéciale de votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant en compagnie de James Langlois et Benjamin Boivin qui vont être avec nous toute la semaine. Salut Antoine. Salut James, salut Benjamin. Salut Antoine. Alors, à l'occasion de la visite papale au Canada, l'équipe du Verbe a décidé de présenter une émission spéciale quotidienne à partir de nos studios de Québec. Et à compter de ce lundi, on aura aussi des journalistes sur le terrain pour couvrir ces moments historiques. Alors, aujourd'hui, en studio avec nous, Simon Lessard, bonjour. Allô Antoine. Un sujet délicat aujourd'hui. Oui, le pardon. Après tout, on peut dire que c'est au cœur de la visite du Saint-Père. Donc, on va réfléchir un peu qu'est-ce qu'est un vrai pardon ensemble. Et qu'est-ce que c'est pas nécessairement, un bon philosophe que tu es. Exactement. Vous venez aussi d'entendre discrètement le rire de Brigitte Bédard. Bonjour Brigitte. Salut Antoine. Alors, tu as vécu une expérience un peu déroutante dernièrement. Tu as rencontré quelqu'un. Oui, j'ai rencontré Monique Papati, qui est Anishinabé. Et une entrevue qui devait durer 30 minutes a duré 3 heures. Alors là, on n'aura pas l'intégrale, mais on va avoir, disons, tes impressions de cette rencontre qu'on peut lire déjà dans le magazine Le Verbe. Merci d'être avec nous, Brigitte. Et James? Oui, salut. Salut, James. Alors, pour les gens qui nous découvrent pour la première fois, qu'est-ce que c'est Le Verbe qui produit cette émission? Le Verbe, c'est un média qui cherche à témoigner de l'espérance chrétienne dans l'espace médiatique et on le fait de plusieurs manières. Donc, on a d'abord nos publications papier, magazines, numéros spéciaux, notre site web, le-verbe.com et ces productions audiovisuelles dont On n'est pas du monde, cette émission de radio qui roule depuis maintenant 7 ans. Mm-hmm. Et puis, voilà, donc ceux qui voudraient nous découvrir, allez sur notre site web. Vous pouvez vous abonner à notre infolette, recevoir tous nos communiqués. On a également notre page YouTube avec nos vidéos et notre page Facebook, Instagram, Twitter, etc. Puis, si vous voulez communiquer avec nous, donc il y a toute la messagerie sur nos réseaux sociaux. Il y a également une adresse spéciale pour cette émission qu'on décrit comme onpdm@le-verbe.com. Voilà, donc écrivez-nous, ça va nous faire plaisir de réagir durant cette semaine spéciale. Merci, James. Chaque jour, on commencera notre rendez-vous quotidien avec les nouvelles les plus fraîches, les anecdotes et les faits saillants des dernières 24 heures. Mais puisque le pape arrive au pays aujourd'hui et que les faits les plus marquants de la journée d'hier, c'est qu'il a fait ses valises, c'est rien de sensationnel, on a pensé demander à notre journaliste Benjamin Boivin de nous préparer un petit topo sur le contexte entourant cette visite exceptionnelle. Bonjour Benjamin. Salut Antoine, ça va bien? Ça va très bien. Alors Benjamin, le pape vient, je parlais de ses valises, là, mais il vient pas en touriste au Canada. Non, pas tellement. En effet, le pape François vient au Canada dans un contexte qui est très particulier, là, qui est finalement celui d'une démarche de vérité et de réconciliation avec les peuples autochtones du Canada. On peut dire d'une certaine manière que cette démarche a été vécue à travers la Commission de vérité et réconciliation durant les dernières années, qui s'est terminée en 2015. Son objectif était de documenter, d'analyser les impacts du système de pensionnat pour Autochtones du Canada. Donc, on en a beaucoup parlé dans l'actualité dans les dernières années. C'est un système qui est étatique, mais dans lequel les églises chrétiennes et évidemment l'Église catholique a été grandement impliquée, a joué un rôle significatif. Puis cette commission-là, elle a produit un rapport très important qui comprenait un grand nombre de recommandations, d'appels à l'action. Presque une centaine. Et l'une de ces recommandations-là... Comment tu dis? Presque une centaine de recommandations. Oui, c'est ça. Environ 94 appels à l'action. Là, c'est très vaste. Ça regroupe un ensemble d'acteurs extrêmement diversifiés. Ouais. Et l'Église. L'appel à l'action numéro 58, finalement, mais il visait le souverain pontife directement. Là. Ce qui était demandé, en fait, c'est que le pape François présente des excuses au nom de l'Église aux communautés autochtones qui ont été concernées par les pensionnats. Et puis, cette visite-là, finalement, là, qu'on est en train de vivre, elle est le point culminant d'une démarche pénitentielle que l'Église vit depuis, en fait, une trentaine d'années. Là. C'est pas
c'est pas des quelques dernières années que l'Église s'intéresse à cette question-là, cherche à revisiter, à revoir ce qu'elle a fait finalement à travers ça. Alors, Benjamin, il y a déjà eu des excuses qui ont été formulées par le passé. Je pense qu'il y a même des communautés religieuses, diverses instances religieuses qui ont déjà pris la parole pour présenter des excuses dans les dernières années. Oui, tout à fait. Les Oblats du Canada présentaient en 1991, c'est-à-dire il y a plus de 30 ans, des excuses aux peuples autochtones pour leur rôle dans l'institution et le maintien des pensionnats. On sait que les Oblats ont joué un rôle particulièrement significatif dans cette institution-là. Mais il y a eu plusieurs présentations d'excuses particulières depuis ce temps-là, notamment celle du supérieur général des Jésuites qui, à l'échelle de l'Église universelle, en fait, présentait ses excuses pour des erreurs passées de l'Église dans le contexte de la colonisation des Amériques. Mais là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu, il y a un an environ, un peu plus d'un an, la découverte de possibles sépultures non marquées dans les environs de l'ancien pensionnat autochtone de Kamloops. Puis là, ça a vraiment fait ressurgir l'enjeu dans l'actualité nationale. Et puis dans le contexte de ces découvertes-là, dans les mois qui ont suivi, la Conférence des évêques catholiques du Canada a choisi de présenter des excuses officielles qui regrouperaient l'ensemble des évêques. Et puis à travers ces excuses-là, de réitérer en fait l'ensemble des excuses qui ont été présentées par des évêques ou par des communautés religieuses spécifiques dans le passé. Et puis ça a été suivi quelques mois par la suite d'une décision du pape François de présenter des excuses aux communautés autochtones lui-même, après les avoir reçues à Rome. Là, il y a eu une délégation importante de communautés autochtones qui sont venus à Rome rencontrer le pape François. Et puis à la suite de plusieurs journées de rencontres, le pape François a présenté des excuses. Et le but de la visite, finalement, c'est de réitérer ces excuses-là, mais en territoire canadien. Donc le pape François vient au Canada rencontrer les communautés autochtones principalement. C'est vraiment l'objectif de la visite. Ça détermine les lieux où il va aller, les personnes qu'il va rencontrer. Et puis à travers ça, le but, c'est de présenter des excuses à ces communautés autochtones-là au Canada. Donc, on peut assimiler cette démarche-là, finalement, à celle d'un pèlerinage, finalement, d'un pèlerinage pénitentiaire. Et puis, c'est en ce sens-là qu'on peut dire que, finalement, la visite va être très différente, je crois, en ton que certaines visites précédentes, notamment du pape Jean-Paul II, qui étaient beaucoup plus joyeuses et festives. C'est quoi l'historique des visites papales au Canada, Benjamin? Qu'est-ce qu'on a vu? Là? Il y en a eu combien? Et c'était quoi le contexte des visites précédentes? Mais il y a eu très peu de visites papales au Canada. Là, finalement, il y en a eu une en 1984. C'est la première de toute l'histoire de l'Église canadienne. Le pape Jean-Paul II était venu visiter et c'est vraiment la plus significative, la plus connue. Le pape Jean-Paul II avait vraiment fait un tonnerre. Il avait traversé le Canada pendant plusieurs journées, une dizaine de journées. Puis ça avait été un très grand succès. Il y avait eu par la suite, en 1987, une nouvelle visite qui visait spécifiquement à rencontrer les communautés autochtones du nord du Canada. Le but de cette visite-là, en fait, était prévue durant la visite de 1984, mais ça n'avait pas été possible pour des raisons météorologiques, finalement. Et donc, en 1987, lorsque le pape Jean-Paul II a visité les États-Unis, il est passé au Canada une journée pour rencontrer ces communautés-là, comme il s'y était engagé, puis retourner à Rome. La troisième visite, la dernière en date, là, elle a eu lieu en 2023, à l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse, qui, durant cette année-là, se déroulaient à Toronto. Et puis depuis, il n'y a pas eu de pape qui a visité le Canada, que ce soit Benoît XVI ou le pape François qui n'a pas visité encore. Le pape François était venu aux États-Unis, je pense, en 2015 pour les journées de la famille, à Philadelphie plus précisément. Donc il était tout près, mais il n'avait pas traversé la frontière. Ben oui, il était même allé en 2016 jusqu'à présenter une allocution devant le Congrès des États-Unis, mais il n'était pas rentré au Canada. Merci beaucoup, Benjamin, pour ce contexte un peu historique, mais aussi tout le contexte qui entoure cette visite papale qui nous concerne présentement. Merci et à plus tard. Ça fait plaisir, à plus tard. En 2017, on avait demandé à notre journaliste Brigitte Bédard d'aller à la rencontre de la communauté Mohawk de Kahnawake. En dépassant les clichés 1000 fois entendus, elle avait pu découvrir la complexité de la réalité vécue aujourd'hui sur ce territoire. Pour notre édition spéciale du mois de juillet du magazine Le Verbe, c'est une véritable plongée dans l'histoire récente du peuple Anishinaabe qu'elle a pu faire en rencontrant Mme Monique Papati. Brigitte, bonjour. Bonjour.
Tout un choc, hein? Ah, j'ai capoté. Excusez, là, mais je repense à Monique et puis vraiment, oui, ça a été un choc pour moi. Un choc... tu sais, j'ai toujours su là, que les Autochtones ne vivaient pas comme nous, là, tu sais. Puis, mais je ne sais pas pourquoi, cette entrevue-là, j'ai vraiment vu le clash, là. J'ai comme pris conscience à quel point j'étais ignorante. Plus que quand tu es allé à Kanawha. Oui, c'est pas pourquoi ça a fait ça. Peut-être que c'était préparatoire quand j'étais allée à Kanawaki, tu sais. Mais j'ai comme vraiment, je sais pas, peut-être que des fois, tu interviews une personne puis elle te touche plus. Ouais. Monique, Raconte-nous qui c'est, Monique Papati. Oui, c'est ça. Monique, elle est professeure à la retraite maintenant de la communauté du lac Simon. C'est où, ça? Le lac Simon, là, c'est en Abitibi-Témiscamingue, c'est pas loin de Val-d'Or. Alors, ça vous donne une idée. Mais là, elle réside encore là. Elle est membre de la communauté Anishinaabe de Kitsisakik, qui est au lac Simon, qui est le petit village à côté. Et elle est née sur le territoire du Grand Lac Victoria. Donc, elle a grandi au village de Kitsisakik, mais elle est née dans une tente, dans le bois. OK? Et elle, actuellement, elle passe ses étés au Grand Lac Victoria et elle est vraiment une des doyennes de la communauté. Elle s'occupe de la pastorale là-bas. Elle a aujourd'hui 67 ans. OK. Et elle, je l'appelais pour avoir son histoire parce que je savais qu'elle avait été dans les pensionnats autochtones très jeune. Mais moi, à chaque fois que j'ai lu des trucs sur les pensionnats autochtones, je trouvais qu'on s'était toujours traité de façon très superficielle. Soit qu'on disait une phrase assassine, là, il a été abusé sexuellement, puis... mais c'était tout, tu sais. Puis moi, là, je pense que je devais avoir 3000 questions. On n'entrait pas vraiment de ce que tu avais lu, tu n'entrais pas vraiment dans le quotidien Non. ou dans la réalité très concrète. Dans la vie de la personne, tu sais. De ce que ça peut être à 8 ans, par exemple, de vivre tous les jours dans un pensionnat autochtone. Exactement. Et là, tu as pu vivre, en tout cas, ou du moins entendre cette histoire-là de la bouche de Mme Monique Papati. Oui, puis ce que j'ai remarqué, c'est que, je me le suis fait confirmer par sœur Renelle Lassalle, qui est très proche de Monique. Les Anishinaabe, comme la plupart des Autochtones que j'ai rencontrés dans ma vie, ils parlent pas beaucoup. Donc, quand tu poses une question, ils vont te répondre par une phrase, peut-être 2, et puis c'est fini. Donc, pour connaître vraiment les détails, parce que c'est dans les détails que tu peux vraiment comprendre ce qu'a vécu la personne, il faut que tu poses des questions. Puis tu poses des questions. Puis là, tu reviens. Puis là, elle dit quelque chose, là, elle part sur d'autres choses. Mais là, tu reviens. Oui, mais là, vous m'avez dit que... Alors, c'est pour ça que mon entrevue a duré 3 heures au téléphone. J'aurais aimé ça, pouvoir la rencontrer, mais là, c'est un petit bout quand même. Il faut y aller en motoneige là-bas. Là, j'avais pas vraiment le temps. Pas en motoneige au mois de juillet, quand même. Alors, non, sur une note plus sérieuse, Brigitte, qu'est-ce qui... justement, tu dis que tu as pu presque toucher du doigt là, ce qui était la réalité, en tout cas à travers les paroles de Monique Papati. Qu'est-ce qu'elle a vécu dans les pensionnats, Monique? C'est vraiment la maltraitance. La maltraitance, et puis elle n'a pas vécu d'abus sexuels, là. Mais ça a été vraiment de voir c'était quoi sa vie avant, puis qu'est-ce qu'elle est devenue. Donc, les Anishinaabe, c'est des Algonquins. Ils font partie de la grande famille des Algonquins. Et puis, elle ne parlait qu'algonquin, là. Alors, à l'âge de 5 ans, son oncle qui lui achète une valise, sa mère lui achète des beaux souliers neufs, des beaux petits bas, un beau gilet, puis tout ça. Puis sa mère lui a confectionné une belle jupe traditionnelle. Et puis... au lieu de repartir pour la forêt à l'automne, parce que la façon qu'ils vivent, les Anishinaabe, c'est que l'été, ils reviennent au lac pour la pêche, mais à la fin de l'été, quand arrive l'automne, ben, ils vont vivre en forêt l'hiver. Ils passent tout l'hiver en forêt, sous la tente. C'est comme une tente style prospecteur, là, tu sais, qui a un trou, puis là, tu peux chauffer ça au bois. Puis là, je disais, mais vous n'aviez pas froid, là?
Elle disait, mais non, on n'avait pas froid. On isolait avec du sapinage, puis des billots de bois, puis là, tu bouches les trous avec la mousse que tu ramasses dans le sous-bois. Puis les enfants, ben ils étaient tous emmitouflés. Là, Puis on mettait les enfants dehors avec le père qui regardait le père travailler pour qu'ils s'habituent au froid puis qu'ils prennent des forces. Alors, c'est comme ça qu'elle avait vécu jusqu'à l'âge de 5 ans. Ou là, il y a un hiver où elle n'est pas retournée dans le c'est bois. ça. Là, tout d'un coup, elle se retrouve dans un autobus pour aller au pensionnat Saint-Marc, qui est le pensionnat Saint-Marc, pas loin de Val-d'Or, à peu près 1 heure d'autobus. Et puis, ça s'appelle Saint-Marc de Figuerie. Là, c'est à 15 minutes d'Amos, à peu près. Puis... finalement, elle ne revient pas. C'est des dortoirs. Puis elle va passer l'année, là. Et elle n'a quasiment pas mangé de l'année. Et on lui parlait français. Et on lui a enlevé tous ses vêtements. On lui a pas laissé sa jupe, même sa jupe traditionnelle, pour qu'elle ait au moins quelque chose de sa maman. Couper les cheveux. On lui a coupé les cheveux, coco, comme elle dit, comme un petit garçon. Et puis on portait l'uniforme et les sœurs nous parlaient français. Et elle comprenait rien. Et puis, il y a une cousine qui l'a aidée à comprendre ce que les sœurs voulaient. Mais elle a vécu vraiment Elle a passé une nuit à genoux dans le corridor parce que fallait pas qu'elle dorme. Parce que si tu t'endormais, ben, tu revenais le lendemain. Puis des trucs comme ça. Mais elle a vu beaucoup de choses. Puis tu sais, pour être traumatisée, tu n'as pas besoin nécessairement d'avoir vécu des choses. Tu as juste avoir eu besoin d'être témoin de quelque chose. Puis ça, on peut chacun le savoir dans notre vie. Quand on a vu des choses qui nous ont choqués, à jamais, ça reste dans notre psyché, tu sais. Ouais. Donc, elle, quand elle est revenue au bout de l'année scolaire, elle revient au printemps et puis, qu'est-ce qu'elle apprend? Elle cherche son père. Son père n'est plus là. Son père est mort. Ah ouais. Et les autorités refusaient de lui transmettre la nouvelle pendant l'année. Mais c'est de savoir aussi comment les chefs des clans ont été pervertis, achetés, corrompus par le gouvernement du Canada, aidés par le curé du village. Comment ça se passait, Brigitte? Qu'est-ce que t'a raconté Monique Papati? En fait, il arrivait... il offrait un chèque de 8 $ par enfant par mois aux parents, qui évidemment étaient très pauvres. Les parents étaient très pauvres. Mais pourquoi ils étaient pauvres? C'est parce que depuis à peu près 150 ans, le gouvernement puis la compagnie de la baie du Tson grugeait année après année le territoire de chasse et de trappe des Anishinabés. Donc, ça fait moins de territoire, donc moins de ressources pour pouvoir vivre, tout simplement. Donc, c'est toute cette industrie forestière qui a empêché le peuple de rester... il était très bien avant que les Blancs arrivent, tu sais. Alors, ils sont arrivés en bateau, ils sont arrivés en avion. Pour convaincre, forcer, et ils sont allés jusque dans le bois. Ouais. Ils sont allés jusque dans le bois parce que les familles fuyaient dans la forêt. Ah ouais. Et puis, ils sont allés jusque dans la forêt pour aller prendre les enfants. Mais comme elle dit, nous, on était restés au village. Ça a été plus facile de venir nous prendre. On va faire un saut dans le temps, mais il y aura bien d'autres choses dans l'article. Là. Il y a déjà bien d'autres choses dans l'article qu'on peut lire sur leverbe.com. Brigitte, il nous reste à peine quelques minutes pour voir qu'est-ce qui est resté de ça. C'est quoi la suite de l'histoire pour Monique? Ce qui est très beau, c'est que Monique, écoute, il y a eu toute une vie, puis c'est ça que j'explique, c'est ça que je raconte dans mon article. Je ne peux pas tout dire ici, mais elle a voulu vraiment, tu sais, en 2015, elle a fait partie de la commission Vérité et Réconciliation. Elle a témoigné avec une sœur à côté d'elle. Ah ouais. Hein? Et elle s'est réconciliée avec sa propre mère, parce qu'elle en a voulu à sa mère de l'avoir abandonnée. Tu peux pas comprendre à 5 ans que tes parents se sont pas battus plus que ça, mais ils pouvaient rien faire. Tu sais. Donc, elle s'est réconciliée avec sa mère. Elle s'est réconciliée avec elle-même parce qu'elle n'a pas eu une vie facile après ça. Elle a sombré dans l'alcoolisme, puis plein de choses. Elle a perdu un enfant. Et puis, elle s'est réconciliée avec l'Église, avec sa foi, parce qu'elle était chrétienne avant que tout ça arrive. Hein. Ah ouais. Ils priaient matin et soir. Ils faisaient le chapelet, ils priaient, faisaient leur prière. Sa foi, elle l'a eu
de sa grand-mère. Donc, c'était même pas pour leur faire avaler l'Évangile là, qu'ils ont mis. C'était vraiment pour les assimiler, pour leur... Couper leurs racines absolument. culturelles. Et elle est allée retrouver ses racines, justement. Elle est retournée dans le bois, puis c'est un peu ça que je raconte aussi. Mm-hmm. Et c'est ce qu'elle fait encore aujourd'hui. Tu l'évoquais en début. Elle enseigne les jeunes à les us et coutumes Anishinaabe qu'elle avait perdus. Brigitte Bédard, évidemment, ça donne l'eau à la bouche. Là. En fait, on a envie de lire ce reportage que tu as préparé pour Le Verbe. On retrouve ça évidemment dans le magazine en édition papier, mais aussi sur notre site web, le-verbe.com. C'est intéressant parce que Monique Papati, c'est pas la première fois qu'elle parle dans les médias. On peut la voir il y a une vidéo sur Vice Québec. Oui. On la voit dans sa cabane à sucre. C'est super. C'est fascinant aussi. On peut la rencontrer à travers une vidéo qui est publiée sur le site de Mission Chez Nous, un organisme dont on va parler cette semaine. Assurément. Brigitte Bédard, merci de nous avoir partagé tes impressions sur cette rencontre. Miigwech, je te dirais. Ça veut dire merci. Merci, Brigitte. Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde. Au cœur de cette visite du pape François au Canada, il y a cette fameuse demande de pardon de la part du chef de l'Église catholique envers les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Mais de quoi parle-t-on exactement quand on parle du pardon? Est-ce que c'est la même chose que des excuses? Pour en discuter, on a avec nous le chroniqueur Simon Lessard qui s'est penché sur la question. Salut Simon. Allô Antoine. Pour commencer, ça serait peut-être intéressant, Simon, de dissiper un malentendu là, qui demeure sur le concept du pardon. C'est quoi le rapport entre le pardon et la justice? Est-ce que c'est concurrentiel? Est-ce que ça peut être complémentaire? Tu as sûrement réfléchi à ça. C'est une bonne question, Antoine, parce que à première vue, on peut avoir l'impression qu'il y a une compétition entre la justice et le pardon. Mm-hmm. Comme si le pardon, il y a un philosophe allemand, Nietzsche, qui disait « ça, c'est un signe de faiblesse. C'est les gens qui ne sont pas capables de se venger, les gens qui ne sont pas capables d'imposer que la justice soit faite. Il aurait juste la morale de faible, la morale chrétienne. » Il n'aimait pas trop les chrétiens. Il disait le pardon, c'est ça, c'est un signe de faiblesse. Puis il y en a d'autres qui vont dire « Le pardon, c'est une astuce de criminel. » Parce qu'ils vont demander « réconcilions-nous. Comme ça, j'aurais pas besoin de procès, j'aurais pas besoin d'avoir de peine. » Évidemment, je pense tout de suite à mes enfants. Ils sont dans la salle de jeu, dans le sous-sol. Il y en a un qui frappe l'autre. Puis là, il se dépêche de lui demander pardon pour éviter d'avoir les conséquences de son geste. « Ah, je te demande pardon. » Mais là, je les entends puis je vois bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Là. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de justice. Là. Ce genre de situation peut nous amener à penser que le pardon, justement... Dans certains cas, c'est peut-être pas de ça qu'on aurait besoin parce que ce serait contraire à la justice, mais ça, c'est vraiment mal comprendre le pardon. D'aucune manière, un vrai pardon est contraire à la justice. Puis un beau signe de ça, Antoine, on l'a en fait dans la tradition catholique du sacrement de la réconciliation au sacrement du pardon, la confession a plusieurs noms, là. Ouais. Dans ce sacrement-là, en fait, il faut que le pénitent, celui qui demande pardon, pose au moins 3 actes de justice pour que le sacrement du pardon, c'est-à-dire le pardon de Dieu, ait vraiment lieu. Et donc, ce que tu dis, c'est que pour que le pardon soit, entre guillemets, efficace, il doit y avoir la justice. Oui, et même la justice doit venir en premier. Okay. Et le pardon s'appuie sur cette justice-là comme un débordement de bonté. Alors, il y a 3 actes de justice dans le sacrement du pardon. Le premier, c'est quoi? Le premier, ça s'appelle la contrition en termes techniques. Là. Donc, la contrition, c'est, en fait, on pourrait dire, c'est une sorte de douleur, un sincère regret de celui qui a commis le mal, mais qui, en plus d'avoir ce regret d'avoir commis le mal, avec une ferme résolution, ferme propos, qu'on va dire, de plus recommencer, de plus récidiver. Donc, c'est vraiment un acte d'abord dans la volonté de celui qui reconnaît le mal qu'il a fait et qui s'engage à ne plus le refaire. Ça me fait penser, on voit ça dans les nouvelles judiciaires, là, quand il y a un criminel, peu importe le crime qu'il a commis, qui émet des regrets
regret en cours, déjà, les victimes sont plus apaisées et à l'inverse, ça c'est manifeste dans ces cas-là. Quand, des fois, on entend des gens sortir de la cour, oui, je suis content du jugement qui a été posé par le juge, mais j'aurais aimé ça qu'il regrette ce qu'il a fait. Et ça, on le voit souvent quand même. Exactement. Et ce qui est très intéressant aussi, la tradition catholique fait la distinction entre deux mots techniques, là, l'attrition et la contrition. L'attrition, c'est simplement quelqu'un qui regrette ce qu'il a fait juste parce qu'il ne veut pas les conséquences. Je regrette d'avoir commis ce crime parce que je risque d'aller en prison. Je regrette, je sais pas moi, d'avoir trompé ma femme, je risque de perdre ma maison. Alors que la contrition, c'est pas ça. La contrition, c'est beaucoup plus que ça. C'est un regret parce que j'ai blessé la relation avec l'autre. Parce que l'amour avec ma femme a été blessé. Parce que la communion avec ces gens-là, l'amitié a été blessée. Et donc ça, c'est vraiment cet acte de justice-là, c'est un regret qui est à ce niveau de profondeur-là. Alors, on parlait de la contrition comme un acte de justice important en vue du pardon. C'est le premier acte, disons, dans le sacrement du pardon. Là, c'est comme une espèce de grille d'analyse là, que tu es en train d'appliquer à l'acte du pardon et à voir si c'est possible ou compatible avec la justice. Deuxième acte qu'on retrouve dans cette entre guillemets, liturgie là, du pardon, c'est quoi? Ben, c'est la confession. Tellement important que certains appellent ce sacrement-là carrément la confession. Et on le sait, la confession, ben, c'est avouer sa faute. L'avouer publiquement, au moins à une personne, en tout cas, le dire oralement. Ça a l'air niaiseux, mais c'est pas facile. Non, exactement. Puis ça implique de regarder sa culpabilité en face et aussi d'en assumer la responsabilité. Donc, ça, on peut dire que c'est vraiment un acte de justice par rapport à la vérité des faits. Et troisième acte? Le troisième acte, ben, on appelle ça la satisfaction. C'est l'idée qu'il faut absolument, avant de recevoir un pardon, ou en tout cas dans l'acte même de la réconciliation, s'engager à réparer les torts causés autant que possible. Autant que possible parce qu'on le sait bien, il y a des torts qui sont irréparables. Si on a tué quelqu'un, par exemple, on ne peut pas le faire revenir à la vie. En tout cas, moi, je n'ai pas encore ce pouvoir. Et puis, mais s'il y a des choses qui sont réparables ou réparables d'une certaine manière, eh bien, on fait tout ce qu'on peut au moins pour essayer de réparer. Et ça prouve que notre contrition, justement, là, elle était sincère. Alors, ces actes-là permettent tu parlais de relations brisées tantôt. Ça permet, en tout cas, ça peut faciliter la réparation de cette relation-là, tu penses? Oui, tout à fait. Et puis, tu sais, Antoine, dans le fond, le pardon, on va dire, c'est un acte d'amour. Là. L'amour, hein, c'est vraiment vouloir le bien de l'autre. Puis on peut dire qu'il y a 3 niveaux à l'amour. Et puis, ce premier niveau-là, c'est tout simplement la justice. Parce que la justice, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû. Donc, d'abord, quand on veut le bien de l'autre, on lui donne ce dont il a besoin, ce à quoi il a droit, ce à quoi il mérite. Tout ça, c'est la base, le b.a.-ba de l'amour. Mais ensuite, on peut avoir le deuxième niveau de l'amour, qui est la libéralité ou la générosité, qui est donné, non pas ce qui est dû, mais donné par gratuité des biens à quelqu'un, même s'il n'a rien fait pour les avoir. Puis le troisième niveau de l'amour, là, c'est vraiment le pardon ou la miséricorde, qui est donné à quelqu'un même qui démérite ou qui ne mérite pas du tout, là, et donc d'aller dans une générosité complètement débordante. D'ailleurs, le sens du mot pardon, si on va à l'étymologie, là, c'est ce don-là qui est complet, qui est total, non? Oui, ben pardon, dans le fond, c'est la perfection du don, on pourrait dire, là, d'une certaine manière. Donc, perdonare en latin, c'est vraiment cette idée de débordement du don. Bon, là, Simon, tu as toujours une tendance philosophique là, dans tes chroniques. Ici, on n'est pas du monde, mais tu n'es pas le premier philosophe à avoir réfléchi à la question du pardon. Là. Il y en a un que tu aimerais citer. Il y en a un que j'aime bien, c'est Vladimir Jankélévitch. Il a d'ailleurs écrit un livre en 1967 qui s'appelle tout simplement « Le pardon ». Lui, il était juif et son livre, c'était une réflexion sur le pardon par rapport aux crimes des nazis. Est-ce que ce sont des crimes impardonnables? Et donc ça l'a motivé à réfléchir sur c'est quoi un vrai pardon. Et puis, c'est intéressant parce qu'il identifie plusieurs, je dirais, critères pour un vrai pardon ou caractéristiques. Il y en a au moins 3 là, qui retiennent mon attention. Il dit que le pardon doit toujours être un événement, un don et aussi un rapport interpersonnel. Et ça peut vraiment éclairer, je pense, même la visite du pape, ces 3 choses-là. Donc, le pardon, Antoine, c'est un événement d'abord. Donc, c'est de dire que c'est pas le temps tout seul qui va arranger les choses. Non, vraiment, pardonner, c'est un acte précis, à un moment précis, qui crée une rupture dans le temps
et qui opère un basculement. C'est-à-dire qu'on passe d'un cycle simplement de vengeance, tu m'as fait ça, je veux te faire ci, etc., à un cycle vraiment de bienfaisance. Donc, plutôt que de rendre le mal pour le bien, on commence, avec le pardon, on renverse, pour la première fois, on va rendre le bien pour un mal. Et donc, c'est vraiment un acte qui opère un basculement dans c'est intéressant, ça, comme image. C'est vrai que... un autre exemple qui me vient en tête, c'est celui de la guerre entre la Palestine et Israël. C'est une escalade de violence depuis des années. Donc, c'est comme un cycle dont on n'est pas capable de sortir. Et là, le pardon, c'est ce qui vient briser ce cycle-là, cette escalade-là continue de la violence. Exactement. Et puis, ensuite, on a aussi l'idée que le pardon est un don, hein, tu l'as mentionné, c'est même dans le mot même, hein, le fait de donner totalement, complètement. Mais qu'est-ce qu'on donne dans le pardon? On offre gratuitement la dette à l'offenseur en retenant pour nous-mêmes une part de la peine qu'on aurait pu exiger. Je sais pas, moi, je t'ai volé 1 000 $, je te dis, rends-le-moi pas finalement. Ou rends-moi juste ce que tu peux. Hein, ça aussi, on a cette possibilité. Dans le fond, c'est moi qui écope de l'autre partie que tu ne me rendras pas. C'est prendre sur soi la faute de l'autre. Il y a quelque chose de foncièrement chrétien là-dedans. Exactement. Et pour que ce soit un véritable don, un pardon, ça implique que ce soit libre absolument et gratuit absolument. Donc, si on force, des fois, on fait ça avec les enfants, là, va demander pardon à ta sœur, ça peut être pédagogiquement intéressant, mais si dans son cœur, il l'a juste fait avec sa bouche et qu'il ne le faisait pas librement, on n'assiste pas à un réel pardon. S'il n'y a pas de contrition, comme tu évoquais tantôt. Là. Exactement. Donc, il faut faire attention quand on exige le pardon, on risque d'avoir en fait un faux pardon. En introduction, je parlais des excuses. Tu n'en as pas beaucoup parlé des excuses. Simon, c'est quoi le rapport, la différence entre les excuses et le pardon? L'idée d'excuse, c'est plus d'essayer de trouver les causes qui expliquent un événement ou même des circonstances atténuantes. Donc, c'est plus l'arme des avocats pour diminuer la culpabilité au maximum. Ah, je m'excuse, mais il y avait un bouchon de circulation, c'est pour ça que je t'arrive en retard. Le pardon, c'est l'inverse de ça. C'est reconnaître vraiment sa culpabilité. Je te demande pardon, j'aurais dû partir plus tôt. C'est ça. Donc, c'est vraiment une démarche. Donc, il faut faire attention. Évidemment, les mots peuvent être utilisés dans différents sens. Je comprends qu'on peut demander au pape de s'excuser, mais moi, j'aime mieux qu'on demande au pape et à l'Église et à toutes les personnes en général de pardonner. Je trouve que le sens du mot est plus fort et mieux choisi. Un dernier mot, Simon? Le dernier point de Jankélévitch, c'est que le pardon est un rapport interpersonnel. C'est l'idée que c'est les personnes concernées, de personne à personne, qui peuvent seulement faire un vrai pardon. C'est pour ça qu'il faut faire attention à demander que des institutions ou des commissions demandent pardon. Ce qui va vraiment opérer une réconciliation entre des personnes, c'est que ces gens-là se rencontrent face à face, ceux qui étaient impliqués, et se pardonnent. Et c'est pour ça que c'est pas anodin que le pape vienne en personne, face à face, rencontrer les Autochtones. C'est sûr que c'est pas parfait parce que là, beaucoup des gens qui ont subi ces traumatismes du passé sont décédés, sont plus là, mais quand même que le pape... Leurs descendants vivent quand même avec les conséquences aussi. C'est ça, et on se rapproche d'une relation, d'un rapport interpersonnel par cette démarche-là, ce qui est plus proche d'un vrai pardon. C'est d'ailleurs une des phrases chocs qu'on retrouve dans le reportage de notre collègue Sarah-Christine Bourriane, qui a publié un reportage dans nos pages en juillet sur la justice réparatrice. Il y a toute une démarche qui se fait entre les Autochtones et les Allochtones autour des ateliers Return to Spirit, entre autres dans l'Ouest canadien, mais aussi ici à Québec. Et il y a cette phrase d'un père Oubla, je pense, qui dit à un moment donné dans le reportage, c'est pas les institutions, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est pas les institutions qui peuvent pardonner, demander pardon, mais c'est plutôt des personnes, des rencontres face à face qui permettent cette réparation-là et cette guérison-là à long terme. Donc, j'imagine que le pape fait cette démarche-là, évidemment au nom de l'Église, mais aussi comme une invitation pour les chrétiens d'emboîter le pas avec lui dans cette démarche-là pour des rencontres personnelles éventuellement. Emboîter le pas et surtout ne pas oublier parce que le pardon, c'est l'inverse absolument de l'oubli. L'oubli, c'est pas un événement. L'oubli, c'est pas un don. L'oubli, c'est pas un rapport personnel avec personne. et donc, au contraire, le pardon implique un devoir de mémoire, un travail de mémoire, se rappeler les faits et s'entendre aussi. Ça implique cela, ce travail de mémoire, s'entendre sur qu'est-ce qui est véritablement arrivé. Sinon, il n'y a pas de réelle rencontre et de réel pardon si on n'est même pas d'accord à la base sur ce qui a eu lieu. Fascinant. Oui, Brigitte, oui? Je voulais ajouter, c'est comme... aussi, il y a le fait que quand le pape va là, il va demander pardon. Et ensuite, les Autochtones, on l'espère, vont dire « je te pardonne ».
mais d'entendre le « je te pardonne ». Ça aussi, il n'y a pas beaucoup d'emphase là-dessus, mais de recevoir le pardon des Autochtones, il me semble que l'Église a besoin de ça. Il me semble que, comme chrétien, comme catholique, là, j'ai besoin d'entendre les Autochtones dire « on vous pardonne ». Mais ça, c'est intéressant parce que Simon l'évoquait un peu, mais il y a la notion du temps. Hein, et ça, on peut pas rien. Ben, tu disais, Simon, on peut pas forcer une demande de pardon, mais on peut pas forcer le pardon non plus. Il y a la liberté de chaque individu qui entre en jeu là-dedans. La guérison est des deux côtés. Absolument, absolument. Mais dans quel moment ou dans quel temps ça va se produire, ça? Dieu seul le sait. Simon, James. D'ailleurs, j'ai suivi un atelier récemment avec l'anthropologue Marie-Pierre Bousquet. On aura peut-être l'opportunité de la recevoir à l'émission cette semaine. Et puis, dans cet atelier-là, elle a beaucoup fait ses recherches justement avec des Premières Nations du Québec, entre autres la Anishinaabe, si je ne me trompe pas. En tout cas, elle a commencé son atelier en disant, on parle beaucoup de vérité, réconciliation, mais en tout cas, elle dit, moi, les Autochtones avec qui j'ai travaillé, elle dit, ils ne sont même pas là encore à être prêts à recevoir, à faire de la réconciliation. C'est-à-dire qu'ils sont d'abord encore dans une étape de devoir se guérir. D'identifier la blessure qui a été commise. Il y en a qui sont dans le déni. Hein? Il y en a qui sont dans la banalisation. Fait que oui, peut-être qu'il y en a qui sont prêts à recevoir cette demande de pardon-là de l'Église, mais il y en a d'autres que non. Ouais. Puis il y a bien des chrétiens aussi qui trouvent que l'Église n'a rien à se reprocher. Hein? J'en ai entendu absolument. Ça aussi. Ah ouais, non, c'est des deux côtés. Hein? Ah, absolument. Merci beaucoup, Simon, pour ce topo sur le pardon. Et dans quelques instants, James nous donne le chiffre du jour. Le chiffre, et on va parler d'une nation aussi. Ah oui, bien sûr. Encore une fois au nom des miens, je reviens sur le tempo. Tant pis si t'aimes pas, moi je les aime trop. Toujours le même combat, avec des mots je débat contre leur politique de merde et leurs secrets d'État. Les couteaux volent bas, chez moi pour mourir, les oiseaux ne se cachent pas. Non, non, y a plus d'un peuple qui crie à l'aide. Québec, Canada, sous un régime d'apartheid. Nani Goudin, Kita Sosonan, Guinegyoji, Towan, Wani Higan, Misawash, Nipaguyan, Taguana Yamyewen, Kichi, Nakachi, Higawan. Tu l'ignores, ça ne veut pas dire que t'es ignorant. À l'école, on t'apprend qu'ils ont découvert un continent. La vérité est parfois dure à entendre, c'est pour ça qu'ils la cachent depuis plus de 150 ans. J'en ai marre des mensonges, marre d'hypocrisie, j'en ai marre des taches de sang sur le drapeau de mon pays. Sous la tutelle gouvernementale, on ne vit pas dans le même monde. Des réserves indiennes, pauvres comme le tiers-monde. On parle de l'Holocauste, du Rwanda, des millions de morts au Congo. En Amérique du Nord, c'est un génocide au compte-gouttes. Nos dirigeants veulent des Indiens inscrits, car ils ont peur des Indiens instruits. Nani Goudin, Kita Sosonan, Guinegyoji, Towan, Wani Higan, Misawash, Nipaguyan, Taguana Yamyewen, Kichi, Nakachi, Higawan. Au nom des enfants vendus et déracinés, au nom des femmes disparues et assassinées, des femmes ligaturées à leur insu, un génocide bien planifié, et ça continue. Enfants des Britanniques au sens de la loi sur les Indiens d'un pays sans foi ni loi. Pour eux, nous ne sommes qu'un sujet, des prisonniers politiques au nom de Sa Majesté. 69 et leur putain de livre blanc, ou plutôt comment se laver les mains avec le sang des innocents. Ils ont rêvé d'une Amérique blanche, des assassins imprimés sur leurs billets de banque. L'interdiction de parler nos langues, c'est un génocide. Tuer l'Indien à l'intérieur de l'être humain, c'est un génocide. Voler et vendre des enfants, c'est un génocide. Les femmes autochtones disparues et assassinées, c'est un génocide. La Constitution canadienne est un génocide. Nani Goudin, Kita Sosonan, Guinegyoji, Towan, Wani Higan, Misawash, Nipaguyan, Taguana Yamyewen, Kichi, Nakachi, Higawan. Nani Goudin,
daso sunan ginnegiojito wan wani higan misa wajni paguyan dagwana yamyewen kichi nakachi higwan. Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant. Au micro d'On n'est pas du monde et on vient d'entendre la pièce Génocide du rappeur Anishinaabe Samian. Alors, toute la semaine, James va avoir une chronique régulière qui va s'appeler, le chiffre du jour. Et quel est-il aujourd'hui, James? Bien, le chiffre du jour, c'est 110 000. 110 000 quoi? En fait, il y a 110 000 Autochtones au Québec. Il y en a, sur les 110 000, il y en a 70 000 qui vivent comme résidents de leur communauté, de leur réserve, là, le mot qui est utilisé selon la loi. Et puis, il y en a à peu près 40 000 qui sont hors de leur communauté, qui vivent un peu partout comme ça au Québec. Mais il y en a même beaucoup qui vivent dans d'autres communautés, qui sont pas qui n'est pas leur communauté d'origine. Mais donc, 110 000, hein, c'est quand même une portion importante de notre population. Rapidement, là, si on est 7 millions au Québec, on est à peu près ça, 7 millions, ça fait... Tu veux qu'on sorte un pourcentage, là? Pas à 8 millions, non, mais tu veux que je fasse un calcul mental. Non. On n'est pas si fort. Répartis où sur le territoire, James? Bon, un peu partout. Hein, les plus récentes cartes nous montrent bien que, comme vous le savez, il y a une proportion importante des nations qui sont situées près des cours d'eau tout le long du fleuve Saint-Laurent. Donc, elles sont divisées en 3 grandes nations linguistiques, familles linguistiques, okay. C'est-à-dire, donc, si vous vous rappelez vos cours de primaire, là, peut-être à ton époque... On n'a pas appris ça au primaire. Mais de ma génération, c'est assez commun qu'on apprenait ces choses-là à l'école. Puis encore aujourd'hui, ça fait partie du cursus scolaire. Mais donc, elles sont divisées en 3 grandes familles linguistiques. Il y a d'abord les Esquimaux, la famille d'Esquimaux Aléoutes. Ce sont évidemment les Inuits, donc qui ne sont pas plusieurs, mais qui forment une très grande famille linguistique à elles seules. Puis là, évidemment, il y a toute la région du nord du Québec, hein, le Nunavut, puis tout au nord du Canada, le Nunavik. Mais là, ici, vraiment, je me concentre sur le Québec. L'inverse plutôt, ouais. C'est l'inverse? Je suis tout le temps mêlé, moi, entre les deux. Oui, c'est ça. Nunavik, c'est le nord du Québec. OK. Puis, donc, la deuxième famille, il y a celle de la famille iroquoienne qui comporte les Hurons-Wendat, puis les Mohawks, ou ceux que chaleureusement, tu nous as appris. Canyon qui est aha. C'est ça, voilà, merci. Puis, la dernière et la plus nombreuse, il y a les la famille algonquienne, hein, qui regroupe les Abénakis, les Algonquins, Atikamekw, Cris, Innu, Malécite, Micmac, Naskapi. Donc, Anishinaabe, en fait, c'est ça. Quand on va sur les cartes, on va se concentrer aujourd'hui sur la nation Anishinaabe. Quand on regarde sur les cartes des nations, comme celle que j'ai en ce moment, que j'ai trouvée sur le site, je pense que c'est fourni par le Service aux Autochtones Canada, ils vont appeler cette nation-là. Donc, on voit toutes les communautés qui sont vraiment dans le sud-ouest du Québec, un peu en bas de la baie James, en Abitibi. Ils vont l'appeler les Algonquins. Donc, c'est vraiment mais encore ici, il y a toute une terminologie parce que il ne faut pas se mélanger entre la famille linguistique algonquienne, qui, elle, à l'intérieur de sa famille, comporte une nation qui va être appelée algonquin. Et il ne faut pas non plus mélanger avec la langue l'algonquin. Et puis, dans cette famille des Algonquins, il y a un sous-groupe culturel qui vont s'appeler les Anishinaabe. Et les Anishinaabe, on les trouve non seulement au Québec, dans le secteur que je viens de décrire au sud-ouest, là, en Abitibi, mais ce sont toutes les communautés qui font le pourtour des Grands Lacs jusqu'au lac Winnipeg. Donc, c'est immense. Oui, c'est une bonne partie des communautés du Canada. Donc, dans cet ensemble-là, on inclut les Algonquins, donc ici, qui sont ici au Québec, les Outaouais, les Sauteux, les Ojibwés, les Ojikri, les Mississauga et les Potawatomis. Et puis, voilà, donc c'est vraiment une partie importante au Canada. Et aujourd'hui, on se penchait plus précisément sur la communauté Anishinaabe, dont Brigitte nous a parlé un peu plus tôt, qu'on retrouve surtout en Abitibi, si j'ai bien compris.
C'est ça, puis juste c'est drôle parce que juste avant, c'est drôle, on a choisi de vous faire entendre dans la pièce musicale le rappeur Samian, Samian qui justement fait partie de cette nation Anishinaabe. Et puis, quand même, ils se sont fait connaître d'une certaine manière au Québec grâce au chanteur québécois Richard Desjardins qui a fait réaliser un documentaire là, avec son collègue Robert Mondry. Et dans ce documentaire-là qui s'appelle « Le peuple invisible », il fait un peu l'histoire des Algonquins au Québec et comment... c'est drôle, c'est beau parce qu'il commence le documentaire puis il dit « J'ai vécu moi aussi sur le même territoire qu'eux parce que lui il vient d'Abitibi, Richard Desjardins, puis il dit « Je les ai côtoyés sans jamais leur parler. » Et donc, dans ce documentaire-là, ça a été vraiment une occasion pour lui de se rapprocher de cette communauté-là qu'il a appris à connaître. Et voilà, donc les Anishinaabe, lui, Richard Desjardins, il dit que c'est une des communautés qui sont dans le pire état matériel. Je sais pas, je me rappelle plus si c'est au Canada, mais au moins... Une grande précarité, oui. Au Québec, tantôt, toi, tu parlais de Monique Papati, puis des communautés, justement, de Kitsisakik, tout ça, qui font partie... Qui n'ont pas encore d'eau courante. Non, c'est ça, qui vivent encore dans des petits chalets. Ils doivent marcher pour aller chercher de l'eau à chaque jour. Tout ça, c'est vraiment un autre faire monde. Bouillir. Alors que c'est les Blancs qui ont demandé, et les religieux, et la Compagnie de la Baie du Son, qui ont demandé à ce qu'ils viennent s'installer de façon sédentaire, parce que les autres, c'était des nomades. Alors, c'est comme... De l'eau, il y en avait partout. Puis des animaux, ils pouvaient trapper, ils pouvaient chasser, mais là, ils étaient... Richard Desjardins dit même qu'à une certaine époque, les Anishinaabe avaient l'équivalent de 25 km² par personne pour subvenir à leurs propres besoins vestimentaires, alimentaires, etc. Et voilà, c'est un super documentaire. Je vous invite à aller le voir. Il est disponible sur le site de l'ONF et sur Internet aussi ailleurs. Le peuple invisible. Le peuple invisible, c'est sorti en 2007. Alors, merci James pour ce topo sur la nation Anishinaabe. Je vous en prie. À mon tour de prendre le bâton de la parole pour mettre en lumière une initiative porteuse d'espérance qui s'inscrit dans la démarche de vérité et réconciliation. Aujourd'hui, je vous parle du Cercle Notre-Dame de Guadalupe. Avez-vous déjà entendu parler de ça, vous autres? Non. Ça m'intéresse, en tout cas. J'aime beaucoup Notre-Dame de Guadalupe. Ah, ben, tu sais, commençons par... je regardais ça pour tantôt. Tu veux pas me laisser trop parler? Non, c'est ça. Je sais que si tu pars après, on est foutu. Tu vas prendre tout ton temps. Non, mais en fait... C'est une initiative de la Conférence épiscopale canadienne. Ouais, exactement. En plein dans le mille. As-tu vu mes notes, toi? Non, mais c'est moi qui t'en ai parlé, cette chose-là. Voilà. Il n'y a plus de secret ici. Alors oui, c'est en effet, James a raison. Alors le Cercle Notre-Dame de Guadalupe, c'est une coalition d'organismes et de personnes catholiques qui travaillent ensemble pour renouveler et promouvoir les relations avec les peuples autochtones du Canada. Alors, ça a été fondé en 2016, c'est tout récent, par la Conférence épiscopale catholique du Canada, de concert avec la CRC, qui est la Conférence religieuse canadienne. Exactement, mais pas seulement, aussi avec Développement et Paix, là, Caritas Canada, et le Conseil autochtone catholique du Canada. Je ne savais même pas qu'il y avait ça, c'est quand même bon à savoir. Alors, ça inclut aussi plusieurs autres membres, instituts religieux, organismes laïcs, catholiques, autochtones et autochtones catholiques. Ben, ça, c'est... dans le fond, c'est une grosse coalition. Il y a des évêques qui siègent là-dessus, des prêtres, des religieux. Il y a même une religieuse qui elle-même est autochtone Ojibwe, de la nation Ojibwe. C'est sœur Priscilla Solomon, qu'on voit de temps en temps dans les médias. Donc, maintenant que vous savez, les Ojibwe, c'est des Anishinaabe. C'est vrai, on a appris ça aujourd'hui grâce à James. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce que ça fait, ce cercle? Ben, c'est intéressant. Et pourquoi avoir pris ce nom-là? Ben, wow, tant de questions. C'est bon. Alors, qu'est-ce que ça fait? Les actions concrètes, ben, ça organise des rencontres. Déjà, ils se rencontrent, entre eux. Alors, c'est des gens qui
qui représentent des organismes religieux et autochtones, donc qui ont des moments de rencontre et de fraternité ensemble à la grandeur du pays. Ça, c'est déjà c'est déjà une bonne chose en soi, on s'entend. Ensuite, on peut retrouver plusieurs de ces membres-là qui ont fait partie de la délégation à Rome. Alors, il y a toutes des démarches qui s'inscrivent dans ce qu'on appelle les appels à l'action là, à la suite de la Commission Vérité et Réconciliation. On peut voir leur site web aussi qui relaie toutes sortes d'informations. On peut voir les récentes déclarations à la fois des intervenants du côté autochtone, mais aussi des institutions catholiques. Alors, pourquoi ça s'appelle Notre-Dame de Guadalupe? Avez-vous une idée? Elle est venue rencontrer Juan Diego, qui était lui-même métis, au moins, en tout cas, ou autochtone. Au Mexique, par contre. C'était intéressant, ouais, c'est ça. Alors, en 1531, sous les traits d'une jeune femme aztèque, c'est pas un détail, la Vierge de Guadalupe apparaît à un jeune converti au christianisme, Juan Diego. Alors, ça, c'est intéressant parce que, je dis c'est pas un détail, qu'elle apparaît sous des traits aztèques, un peu comme aussi en Afrique, on a vu la Vierge apparaître sous des traits plus africains, et même chose ailleurs dans le monde. Alors, on voit que la foi catholique n'est pas incompatible avec des manifestations culturelles ou des expressions culturelles locales, et même issues des premiers peuples. Alors, ça c'est comme une espèce de modèle je dirais d'intégration sans syncrétisme, finalement, la Vierge de Guadalupe. Et c'est assurément pour ça qu'elle a été demandée comme patronne de ce cercle-là de réconciliation. Un dernier truc, là aussi, ils ont une prière qu'on peut réciter peut-être. Là, c'est pas très long, si vous permettez. C'est une prière que tous les chrétiens peuvent... on peut retrouver ça sur leur site, que tous les chrétiens peuvent réciter parce que... je peux la prier, c'est correct. Ah oui? Ouais, t'es chrétien? C'est bon. Ouais, mais les non-chrétiens aussi. Même si t'es un Chigouji. C'est quoi un Chigouji? Un Chigouji, c'est un homme blanc. Ouais. Oui. Puis Monique a dit qu'il se moque souvent des Chigouji quand ils viennent les visiter. S'ils ont peur des loups. Ah ouais, oui, tu vas en entendre cette nuit. Puis c'est pas vrai. T'as-tu peur des loups, toi? Non, pas particulièrement. Non, pas particulièrement. Peut-être que si j'étais dans le bois tout seul, j'aurais pas. Alors, c'est intéressant parce que cette prière-là, c'est un signe clair, là, concret, que la réconciliation, la guérison, oui, il y a des actes matériels. La visite du pape, c'en est un. Hein, c'est quelque chose de très concret, le pape qui se déplace, mais il y a aussi toute une démarche spirituelle à laquelle tout le monde peut participer, peu importe où on se situe sur le territoire, peu importe notre affiliation, notre histoire. Alors, ça va comme suit. La prière qui est proposée, c'est « Ô Sainte Vierge, Notre-Dame de Guadalupe, par votre intercession auprès de votre Fils, nous qui vivons sur cette terre, membres des peuples autochtones et d'autres communautés, tous ensemble, que nous puissions expérimenter la guérison et la réconciliation au long de ce chemin transformé de justice et de paix pour nos enfants, Mère de l'Église, priez pour nous. » C'est tout simple. C'est beau, amen. C'est tout beau. Et c'est ça. Alors, vous en savez maintenant un peu plus sur le cercle Notre-Dame de Guadalupe. On peut taper ça sur notre moteur de recherche. Ça, c'est au Québec, là. Ça, c'est au Canada. C'est une initiative de la Conférence épiscopale canadienne. OK, amen. Amen. C'est déjà tout pour aujourd'hui, mais avant de se quitter, Benjamin, tu auras chaque jour cette semaine une suggestion pour nous aider là, à continuer la réflexion sur les enjeux soulevés durant l'émission. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu as à nous proposer? C'est ça. Aujourd'hui, je n'ai pas été chercher trop loin. Je vous propose tout simplement en fait, d'aller consulter sur notre site web le dossier sur la visite papale. Bon, évidemment, vous allez trouver là l'ensemble des contenus qu'on a produits pour la visite du pape François au Canada. Là, il y a une diversité de perspectives, il y a les textes, on en a parlé un peu sur la visite papale dans une perspective historique, notamment les visites de Jean-Paul II. Il y a également des textes qui portent là, sur les réactions de toutes sortes de communautés catholiques, autochtones, protestantes et autres à la visite du pape, des textes sur la
La nature du pardon demandé par les papes également. Bon, sur le plan des idées, il y a aussi des perspectives plus sociales, plus politiques, là, sur la situation juridique des peuples autochtones au Canada, sur le rôle des gouvernements et sur le rôle de l'Église dans l'émergence des pensionnats autochtones. Et puis, on trouve également dans ce dossier-là des textes qui sont issus d'un numéro spécial, du numéro spécial qu'on a ces temps-ci sur les peuples autochtones en lien avec la démarche de vérité et réconciliation. Et bon, évidemment, là, il y a des témoignages, des reportages, des textes d'idées, on a toutes sortes de choses. Puis finalement, ça peut être intéressant de noter que la question autochtone au Verbe, c'est pas d'hier là, qu'on s'y intéresse. En fait, déjà dans le passé, et actuellement, sur notre site web, on trouve un dossier autochtone. Et puis, beaucoup des textes qui sont dans ce dossier-là, il y en a d'autres, mais beaucoup d'entre eux sont issus d'un numéro spécial, en fait, qu'on a publié il y a quelques années. On y retrouve notamment des reportages qui ont été faits à Kanawake, à Opchiwan, ou par exemple notre entretien avec Shawit. Donc ça, c'est seulement des exemples des choses que vous allez pouvoir trouver dans notre petit dossier. Merci beaucoup, Benjamin. Est-ce qu'on a d'autres suggestions autour de la table? Oui, moi, je voulais suggérer la BD. Une BD qui s'intitule « C'est le Québec qui est né dans mon pays ». Quel joli titre. Ah, c'est incroyable. Et c'est Emmanuel Dufour qui a dessiné et écrit sous forme d'entrevue d'un paquet d'Autochtones. C'est aux éditions Éco-Société, sous la collection Ricochet. Ça a été édité en avril 2021. Là. C'est tout frais. Et c'est 29 beaux dollars. Qu'est-ce qu'elle raconte, Emmanuel Dufour, hein, c'est ça? Oui, Emmanuel Dufour. En fait, elle a une maîtrise en anthropologie de l'Université de Montréal. Elle a un doctorat en éducation pour les arts à l'Université Concordia. Elle est aussi dessinatrice et elle travaille au Collège antique. Et elle a raconté comment c'est son voyage chez les Maoris, hein, à l'autre bout du monde, tu sais. C'est en Nouvelle-Zélande. Ouais. C'est ça. Ouais. Ce sont les Maoris qui lui ont dit « Et toi, tes Autochtones chez toi, comment sont-ils? » Et elle n'avait... Silence. Elle savait rien. Et elle a eu une honte épouvantable, comme moi, j'ai éprouvé quand j'ai parlé avec Monique ou quand je suis allée à Kanawake. Une honte, c'est comme, ben non, je sais rien. Et quand elle est revenue de là, c'est là qu'elle a décidé d'aller interviewer. Donc, elle a interviewé à peu près une trentaine d'Autochtones. Et c'est sous forme de dessins, de dialogues, de clins d'œil historiques, de vécu, voilà. Merci beaucoup, Brigitte. Merci, Benjamin. Merci à tous d'avoir été avec nous. Vous pouvez revoir ou partager cette émission en tout temps via votre plateforme de balado préférée sur YouTube, Facebook, etc. ou sur leverbe.com/visite papale. Je remercie nos chroniqueurs, à la technique James Langlois et Marc-Antoine Baudette. Et on se retrouve la semaine prochaine, pardon. On se retrouve, demain, hein, on n'est pas habitué à une quotidienne. Demain, déjà, pour une autre émission dont on n'est pas du monde. Merci.